Puis-je manger les restes » supplia la pauvre petite fille sans abri, et l'attitude du millionnaire choqua tout le monde. Un vent sec parcourait les rues de Lyon en cette fin d'après-midi d'automne. Les feuilles mortes tourbillonnaient entre les pavés, traçant des spirales silencieuses autour des passants emmitouflés dans leurs manteaux. Devant une élégante boulangerie du centre-ville, l'effervescence des conversations, des rires polis et des tasses de café fumantes animaient la terrasse. Pourtant, à quelques pas de là, immobile sur le trottoir, une enfant observait la scène avec une intensité qui contrastait avec sa petite silhouette fragile. Élodie n'avait que 8 ans. Son visage sale, marqué par la fatigue et le froid, trahissait une enfance volée à l'abri des regards. Ses cheveux bruns retombaient en mèches emmêlées sur ses épaules et son manteau, trop grand et usé jusqu'à la trame, ne suffisait plus à repousser les morsures du vent. Mais ce n'était pas le froid qui la faisait trembler, c'était la faim. Une faim ancienne, familière, qui creusait son ventre comme une bête impatiente. Ses yeux, immenses et sombres, scrutaient les assiettes des clients avec une curiosité silencieuse, presque douloureuse. Elle restait là, sans parler, sans bouger. Les gens passaient devant elle comme on passe devant un poteau ou un banc vide. Personne ne la voyait vraiment. Ce n'était pas qu'ils étaient cruels, non. Ils étaient simplement trop occupés, trop pressés, trop habitués. Jusqu'à ce qu'un éclat de rire plus fort attire son regard vers une table isolée. Un homme seul déjeunait. Il portait un costume anthracite parfaitement ajusté, une montre dorée à son poignet gauche brillait à la lumière déclinante. Il ne riait pas, c'était le serveur qui venait de raconter une anecdote quelconque en posant un verre de vin rouge devant lui. L'homme acquiesça d'un signe de tête distrait, puis retourna à son assiette. Son allure imposait le respect. On devinait, dans ses gestes mesurés, une habitude de pouvoir. Élodie fit un pas en avant, puis un autre. Son cœur battait vite, trop vite. Elle ne savait pas vraiment pourquoi elle s'approchait de lui. Peut-être parce qu'il était seul, peut-être parce qu'il ne semblait pas pressé. Ou peut-être simplement parce que, pour la première fois en plusieurs jours, elle avait l'intuition que quelqu'un pourrait l'entendre. Son instinct la poussait à croire que cet homme-là était différent. Elle attendit, les mains jointes dans les poches trouées de son manteau, respirant la chaleur du pain qui flottait depuis la boulangerie. Son estomac gargouilla, la faisant rougir malgré elle. Elle aurait pu partir, comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. Mais cette fois, elle resta. Elle attendit qu'il finisse une bouchée, puis s'approcha lentement de la table, hésitante, les yeux fixés sur l'assiette à moitié pleine. Personne ne remarqua sa présence immédiatement. Le serveur avait déjà tourné les talons. Les autres clients continuaient à parler de leur journée, des enfants à aller chercher, des mails à envoyer. Élodie, elle, fixait les restes de gratin dauphinois comme s'il s'agissait d'un trésor interdit. Ses lèvres s'entr'ouvrirent pour parler, mais aucun son n'en sortit. L'homme leva les yeux, surpris. Il mit une seconde à comprendre ce qu'il voyait. Une fillette en haillons, debout devant lui, dans une posture ni provocante, ni suppliante, juste, fatiguée. Leurs regards se croisèrent. Dans les yeux de l'enfant, il lut quelque chose d'ancien, quelque chose qu'il ne s'attendait pas à voir sur un visage si jeune. La résignation. Elle ouvrit enfin la bouche, mais avant qu'un mot ne soit prononcé, un couple à une table voisine fronça les sourcils. L'homme ne leur prêta aucune attention. Il s'inclina légèrement vers elle, intrigué. Et dans ce bref instant suspendu, Élodie comprit qu'elle pouvait parler, que cet homme écouterait. Peut-être. Elle n'avait encore rien dit, mais déjà, quelque chose changeait dans l'air. L'automne s'installait, les rues se vidaient lentement. Et au milieu de Lyon, entre une vitrine de pâtisserie dorée et une terrasse où l'on parlait d'affaires et de vacances, une enfant affamée venait de s'arrêter. Ce simple geste, presque banal, allait bientôt tout bouleverser. La main d'Élodie tremblait légèrement alors qu'elle avançait d'un pas, se postant à côté de la table où l'homme poursuivait son repas. Ses yeux restaient fixés sur l'assiette, comme si elle redoutait que le contenu disparaisse à tout instant. L'odeur du fromage fondu, mêlée aux herbes et à la chaleur du plat, réveillait en elle un appétit douloureux, presque animal. Mais ce n'était pas la faim qui lui nouait la gorge à cet instant précis, c'était la peur. Peur du rejet, peur de l'humiliation, peur d'être à nouveau ignorée comme tant d'autres fois. Pourtant, elle prit une inspiration discrète, ses lèvres s'entr'ouvrirent et sa voix, à peine plus qu'un souffle, fendit le silence. « Monsieur »
Je peux manger les restes ?» À cet instant, le temps sembla suspendre sa course. La rue, d'ordinaire rythmée par le claquement des talons et les vrombissements des scooters, se figea. Le murmure ambiant des conversations s'éteignit comme soufflé par un vent invisible. Une serveuse s'arrêta net en portant une carafe d'eau. Un homme en costume, à une autre table, releva la tête de son téléphone. Même les pigeons qui picoraient les miettes sur les pavés parurent s'arrêter. L'homme à la montre dorée, lui, ne répondit pas immédiatement. Il leva lentement les yeux, rencontrant le regard de la fillette. Ce regard n'avait ni supplique ni caprice. Il y avait seulement une vérité nue, crue, posée là sans artifice. Il plissa les yeux, non par mépris, mais par concentration. Il semblait chercher quelque chose dans les traits de l'enfant, une intention, un mensonge, une manœuvre, mais il ne trouva rien de tel. Seulement une demande simple, désarmante, prononcée avec une sincérité absolue. Il reposa sa fourchette, croisa les mains devant lui et l'observa encore un moment. Puis il inclina légèrement la tête sur le côté. À la table voisine, une femme murmura à son compagnon, visiblement choqué. Un serveur fit un pas vers l'homme, prêt à intervenir. Mais ce dernier leva une main, indiquant clairement qu'il n'avait pas besoin d'assistance. « Quel est ton nom ?» demanda-t-il enfin, d'une voix calme mais ferme. Élodie hésita un instant, comme si elle craignait que le simple fait de parler trop fort brise l'équilibre précaire de ce moment. « Élodie, murmura-t-elle. « Très bien, Élodie, dit-il en dépliant sa serviette avec lenteur. Tu ne mangeras pas mes restes. Tu vas t'asseoir et je vais te commander un plat chaud. » Un frisson d'étonnement parcourut l'assemblée silencieuse. Une réaction collective presque palpable. Personne ne s'attendait à cela. Certainement pas Élodie, dont les yeux s'écarquillèrent, incrédule. Elle voulut répondre, décliner, peut-être s'éclipser, convaincue qu'il y avait un piège dans cette proposition. Mais l'homme, d'un geste doux mais assurément autoritaire, désigna la chaise en face de lui. « Assieds-toi. » Elle obéit lentement, comme si elle avait peur de réveiller un mauvais rêve. Ses jambes frêles touchaient à peine le sol. Elle posa ses mains sur ses genoux, droite comme une statue. Son regard fuyait de temps à autre vers les autres tables. Elle savait qu'on la regardait, qu'on la jugeait, mais le regard de l'homme face à elle restait imperturbable. Le serveur arriva, visiblement mal à l'aise. « Monsieur de la cour, est-ce que... » Apportez-lui un menu enfant, chaud, copieux, et un chocolat chaud, avec chantilly. Elle était ma convive. Le nom qu'il avait prononcé, de la cour, fit sursauter certains clients. C'était un nom connu. Arnaud de la Cour, magnate de l'industrie agroalimentaire, investisseur majeur dans plusieurs chaînes hôtelières et entreprises pharmaceutiques. Un homme de pouvoir discret mais influent, dont la fortune se comptait en centaines de millions. Le fait qu'un tel homme partage sa table avec une petite mendiante créait une dissonance presque choquante. Et pourtant, il ne semblait pas s'en soucier le moins du monde. Élodie baissa les yeux quand le chocolat chaud arriva. La tasse fumait, ornée d'une montagne de chantilly blanche comme neige. Elle n'osait pas y toucher. Arnaud, lui, observait sans un mot. Puis, d'un ton détaché mais pas dénué de douceur, il dit « Ce n'est qu'un chocolat, tu sais. Il ne mord pas. » Elle leva les yeux vers lui, incertaine, puis saisit la tasse avec précaution. Le premier contact du liquide chaud sur ses lèvres fit couler une larme silencieuse sur sa joue. Pas de tristesse, pas de douleur. Juste un soulagement si profond qu'il en devenait presque douloureux. Le plat arriva peu après. Un petit gratin doré accompagné de légumes vapeur. Elle hésita encore, regarda Arnaud, puis commença à manger. Lentement d'abord, presque timidement, comme si elle craignait qu'on lui arrache l'assiette. Puis peu à peu avec plus d'assurance. Elle ne parlait pas. Elle mâchait chaque bouchée avec application, comme si elle devait l'honorer. Arnaud, lui, ne mangeait plus. Il l'observait, perdu dans ses pensées. Il n'y avait dans son regard ni pitié ni curiosité malsaine, seulement un intérêt sincère, presque inquiet. Il se demandait d'où venait cet enfant, ce qu'elle avait traversé, pourquoi elle se retrouvait seule. Affamée dans une ville où personne ne semblait la voir. La rue avait repris son mouvement. Les conversations, les pas, les rires, tout cela avait lentement recommencé à vibrer autour d'eux. Mais la table qu'ils occupaient restait comme suspendue hors du monde. Une anomalie dans le quotidien, une parenthèse dans la routine. Et au cœur de cette parenthèse, un événement simple, presque invisible, une question posée à voix basse, une réponse inattendue, rien de magique, rien de miraculeux. Juste deux êtres humains qui, contre toute attente,
avait croisé leur chemin. Arnaud ne le savait pas encore, mais cette journée allait marquer un tournant irréversible dans sa vie. Quant à Élodie, elle n'imaginait pas que ce simple repas allait devenir le point de départ d'une histoire qui remettrait en question tout ce qu'elle pensait savoir du monde et de sa propre existence. Les minutes passaient, et bien que la vie reprenne doucement autour d'eux, la table occupée par Arnaud Delacour et Élodie restait comme isolée du reste de la terrasse. Les serveurs continuaient à jeter des regards discrets dans leur direction. Certains clients échangeaient des commentaires à voix basse, mais Arnaud ne s'en préoccupait pas. Son attention restait fixée sur la fillette qui mangeait avec une concentration presque solennelle. Chaque bouchée semblait lui demander un effort de retenue, comme si elle se forçait à ne pas dévorer son plat en quelques secondes. Son attitude n'était ni celle d'une enfant capricieuse, ni celle d'une mendiante en quête de pitié. Elle mangeait avec une gravité surprenante, comme si elle savait que ce moment, aussi simple en apparence, était peut-être unique. Lorsque le plat fut terminé, Élodie posa sa fourchette avec lenteur, essuya sa bouche du revers de la main et releva enfin les yeux. Ce qu'elle vit dans le regard d'Arnaud la déstabilisa. Il n'y avait pas de jugement, pas d'interrogation pressante, pas même de compassion exagérée, seulement une forme de calme, presque de respect. Il ne l'interrogea pas tout de suite. Il se contenta de faire un signe discret à un serveur pour qu'on débarrasse la table. Le garçon s'exécuta, visiblement hésitant, comme s'il attendait qu'Arnaud change d'avis, qu'il se lève, qu'il mette fin à cette situation étrange. Mais il n'en fit rien. « Tu as mangé à ta faim ?» demanda-t-il finalement, la voix posée. « Oui, répondit-elle simplement, le regard baissé. »« Très bien. » Un silence s'installa. Mais ce n'était pas un silence pesant. C'était celui des choses en train de se construire, fragiles, mais honnêtes. Arnaud croisa les bras, s'appuya contre le dossier de sa chaise et l'observa encore. Quelque chose dans les gestes d'Élodie, dans sa manière de se tenir, dans sa façon de répondre, trahissait une forme d'éducation. Pas une éducation scolaire ou bourgeoise, non. Plutôt un instinct de retenue, une conscience des limites. Elle savait où elle était. Elle savait qu'elle n'avait pas sa place ici, mais elle ne s'en excusait pas non plus. Elle existait, et cela suffisait. Soudain, une silhouette sortit de la boulangerie. C'était la propriétaire, une femme d'une 50aine d'années, élégamment vêtue, les cheveux relevés dans un chignon strict. Elle s'approcha à pas rapides, visiblement mal à l'aise, et s'arrêta à la hauteur d'Arnaud. Elle se pencha vers lui, parlant à voix basse, mais suffisamment pour qu'Élodie perçoive les grandes lignes. « Monsieur Delacour, nous comprenons votre générosité, mais ce genre de situation, vous comprenez, ça pourrait déranger certains clients. » Arnaud ne répondit pas immédiatement. Il tourna lentement la tête vers elle, la fixant avec une neutralité glacée. Son regard, sans élever la voix, la fit reculer d'un demi-pas. Puis, calmement, il répondit « Elle termine son repas. Après, nous partirons. Vous avez un problème avec ça ?» La femme balbutia quelques mots, se confondant en excuses. Elle s'éloigna sans insister, retournant à l'intérieur en jetant un dernier regard inquiet à la fillette. Élodie, elle, avait déjà commencé à se lever, consciente de l'inconfort qu'elle suscitait. Mais avant qu'elle n'ait pu faire un pas, Arnaud leva la main, paume tournée vers elle. « Assieds-toi. Tu n'as pas encore bu ton jus. » Elle obéit, cette fois plus rapidement, comme si ce geste protecteur suffisait à lui rappeler qu'elle n'était pas ici par erreur. Elle attrapa le verre posé à côté de l'assiette vide et en but une gorgée. Le liquide frais, sucré, effaça le goût salé de ses dernières larmes. « Où sont tes parents ?» demanda Arnaud, après un moment. Élodie ne répondit pas tout de suite. Elle posa le verre, réfléchit, puis sortit un petit bout de papier de la poche intérieure de son manteau. Elle le déplia lentement et le tendit à Arnaud sans dire un mot. Le papier était froissé, jauni, comme s'il avait été ouvert et refermé des dizaines de fois. Arnaud le prit avec précaution et lut les quelques mots, écrits d'une main enfantine. « Maman a dit qu'elle reviendrait. Ça fait 23 jours. » Il relut une seconde fois. Les mots simples, directs, frappaient avec la force d'un cri silencieux. Il leva les yeux vers la fillette, mais elle regardait ailleurs, fixant un point flou sur la vitre de la boulangerie. « Claire, » murmura-t-il. Élodie tourna soudainement la tête, surprise. « C'est le nom de ta mère ?»« Oui, » dit-elle d'une voix presque inaudible. Arnaud replia le papier avec soin, le gardant un moment entre ses doigts. Il se redressa légèrement, comme si une pièce ancienne d'un puzzle oublié venait de glisser devant lui. Claire. Ce prénom,
Il ne l'avait pas entendue depuis plus de 10 ans. Une femme lumineuse, passionnée, qui avait traversé sa vie comme un éclair, trop vite, trop intensément. Il n'avait pas partagé grand-chose, quelques semaines à peine, dans un autre monde, une autre époque. Elle avait disparu comme elle était apparue, sans prévenir. Il n'avait jamais su ce qu'elle était devenue. Et maintenant, voilà que ce prénom surgissait, porté par une enfant aux yeux profonds. Le serveur revint discrètement avec l'addition. Arnaud ne la regarda même pas. Il posa sa carte, signa sans vérifier, puis se leva. « Viens avec moi », dit-il à Élodie. Elle hésita, regarda autour d'elle, puis le suivit. Il ne lui tendit pas la main. Il ne lui parla pas davantage. Il marcha devant elle, lentement, mais sans se retourner. Elle le suivit, les bras croisés contre sa poitrine comme pour se protéger du vent qui s'était levé. Dans la rue, les passants les évitaient sans vraiment les voir. Arnaud, en costume, marchant d'un pas assuré, et derrière lui, une fillette en loques, tenant un petit papier froissé comme un talisman. Deux mondes que tout opposait, deux vies que rien n'aurait dû rapprocher. Et pourtant, dans cet instant suspendu, une étrange harmonie semblait naître. Pas d'élan héroïque, pas de miracle. Juste un homme et une enfant, avançant l'un vers l'autre à petits pas, guidés par un passé qu'ils n'avaient pas encore compris. Le hall d'entrée de l'hôtel Le Céleste, situé dans un quartier prestigieux de Lyon, baignait dans une lumière dorée filtrée à travers les vitres teintées. Les employés, habillés de costumes sombres et discrets, s'affairaient dans un ballet silencieux de gestes précis. C'était un lieu où le calme régnait, où les clients étaient habitués à ce que tout se déroule sans imprévu, sans heurts. Aussi, lorsqu'Arnaud Delacour franchit la porte tournante, accompagné d'une enfant sale, maigre et vêtue de haillons, l'équilibre visuel et social du hall fut momentanément rompu. Le réceptionniste, un homme d'une 50aine d'années au visage fermé, fit un effort visible pour ne pas froncer les sourcils. Qu'il reconnut immédiatement Arnaud, client fidèle et influent mécène discret de plusieurs établissements de la chaîne. Mais ses yeux ne purent s'empêcher de glisser vers la fillette à ses côtés, comme si leur présence conjointe défiait une règle tacite. « Une suite », annonça Arnaud, d'un ton qui ne laissait place à aucune discussion. Discrète et immédiatement disponible. « Bien entendu, monsieur Delacour, souhaitez-vous que nous préparions 2 chambres communicantes ? Une seule chambre. Elle restera avec moi. » Un court silence suivit cette déclaration. Le réceptionniste s'empressa de pianoter sur son clavier, évitant toute question supplémentaire. Quelques minutes plus tard, ils prirent à l'ascenseur, Élodie serrant les pans de son manteau autour d'elle. Elle n'avait rien dit depuis qu'ils avaient quitté la terrasse de la boulangerie. Son regard absorbait chaque détail, le tapis épais, les murs de marbre, les lumières douces. Elle ne comprenait pas encore ce qui se passait, mais elle sentait instinctivement que quelque chose d'important venait de commencer. La suite était vaste, lumineuse, avec un grand lit aux draps immaculés, un canapé de cuir, une salle de bain garnie de flacons élégants. Arnaud entra, posa sa mallette, puis se tourna vers elle. « Tu vas te laver. Tu trouveras des serviettes dans la salle de bain. Ensuite, on ira acheter des vêtements. » Élodie resta un instant immobile, comme figée par le luxe silencieux de la pièce. Puis elle hocha la tête sans poser de questions. Elle entra dans la salle de bain, ferma la porte et s'assit sur le rebord de la baignoire. L'eau chaude coulait, emplissant l'espace de vapeur. Elle se déshabilla lentement avec pudeur et plongea dans l'eau. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas senti une chaleur enveloppante. Elle ferma les yeux et pour la première fois depuis des semaines, elle laissa son corps se détendre sans craindre d'être interrompue. Pendant ce temps, Arnaud était au téléphone. Il appelait son assistante, donnant des ordres précis, demandant qu'on contacte un médecin de confiance, qu'on envoie des vêtements d'urgence, qu'on prévoie une évaluation psychologique dans les jours à venir. Il ne voulait pas alerter les services sociaux. Pas encore. Quelque chose lui disait que ce serait prématuré, peut-être même dangereux. L'histoire d'Élodie, il ne la connaissait pas encore, mais il pressentait qu'elle était plus complexe que ce qu'un simple formulaire administratif pourrait contenir. Lorsqu'elle sortit de la salle de bain, les cheveux mouillés et enveloppés dans une serviette trop grande pour elle, Élodie semblait différente. Son visage, débarrassé de la crasse, révélait des traits fins, une beauté discrète encore marquée par la fatigue. Arnaud la regarda un instant, puis lui tendit une chemise propre qu'il avait trouvée dans le dressing de la suite. « On va descendre. Je veux qu'on te voie avec moi. » Elle ne répondit pas.
Elle mit la chemise qui lui tombait jusqu'aux genoux et enfila des chaussons d'hôtel trop grands. Ils descendirent ensemble, attirant de nouveau l'attention dans le hall. Mais cette fois, Arnaud ignorait les regards. Il marchait droit, sûr de lui. Ils sortirent, montèrent dans une voiture avec chauffeur et se dirigèrent vers une boutique pour enfants. Là, dans une cabine d'essayage, Élodie enfilait des vêtements neufs sous le regard attentif d'une vendeuse, manifestement troublée par la présence de l'enfant, mais trop professionnelle pour poser des questions. Arnaud, assis dans un fauteuil, observait. Il prenait la mesure de la situation. Il ne savait pas encore ce qu'il comptait faire à long terme, mais il était certain d'une chose. Il ne laisserait pas cette fille retourner à la rue. Mais c'est en retournant à l'hôtel qu'ils furent confrontés au premier véritable obstacle. Alors qu'ils remontaient dans la suite, une femme en tailleur, la responsable des relations clientèle de l'hôtel, les attendait devant la porte. « Monsieur Delacour, dit-elle avec un sourire forcé, je peux vous parler un instant en privé ?» Arnaud ne répondit pas. Il se contenta d'ouvrir la porte faisant entrer Élodie, puis sortit refermer doucement derrière lui. « Nous avons reçu quelques remarques, » commença-t-elle. « Certains de nos clients s'interrogent sur la présence de cet enfant. L'hôtel accueille des personnalités publiques, vous le savez. Et cette situation, vous pensez que sa présence nuit à l'image de l'établissement ?» coupa-t-il, la voix froide. « Non, bien sûr que non. Mais dans l'intérêt de votre discrétion, peut-être qu'un autre lieu plus adapté serait préférable. » Arnaud croisa les bras. « Elle reste. Je suis l'un des principaux actionnaires du groupe propriétaire de cet hôtel. Si un seul autre commentaire à son sujet m'est rapporté, je vous garantis que ce ne sera pas elle qui partira. » La femme blêmit légèrement, bafouilla quelques mots d'excuses, puis disparut dans le couloir. Arnaud resta un instant devant la porte close, reprenant lentement son souffle. Il sentait monter en lui une forme de colère froide, pas contre le personnel, pas même contre l'hypocrisie ambiante, mais contre le monde qui rendait ce genre de scène possible. Un monde où une enfant affamée était perçue comme une anomalie gênante, un dérangement dans le confort quotidien. Il entra de nouveau dans la suite. Élodie était assise sur le lit, pieds nus, observant la ville à travers la fenêtre. « Il y avait un problème ?» demanda-t-elle doucement. « Non, aucun. Tu es ici maintenant. Et tu y restes. » Le jour suivant se leva sur Lyon avec un ciel bas et gris, laissant filtrer une lumière terne à travers les rideaux de la suite de l'hôtel. L'agitation habituelle de la ville semblait étouffée par le poids humide des nuages. Dans cette ambiance silencieuse, Élodie était déjà éveillée, assise dans le grand fauteuil près de la fenêtre, les jambes repliées sous elle, une tasse de lait chaud entre les mains. Elle regardait les voitures qui défilaient lentement dans les rues en contrebas, comme si elle essayait de deviner où allait chaque personne, chaque passager invisible derrière les vitres teintées. Arnaud, encore dans la chambre attenante, terminait de s'habiller, le visage fermé, pensif. Il n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Le nom de Claire résonnait encore dans son esprit, lancinant comme un écho venu d'une époque qu'il croyait définitivement close. Il avait repensé à leurs quelques semaines ensemble, à cette brève parenthèse entre 2 voyages d'affaires, 2 contrats signés à la hâte, 2 réunions internationales. Elle avait été différente des autres. Claire n'avait pas cherché à séduire sa fortune, ni à comprendre son monde. Elle avait été présente, entière, presque insaisissable dans sa liberté. Ils s'en étaient éloignés volontairement, persuadés que leurs univers ne pourraient jamais se concilier. Ils ne savaient pas qu'elle était enceinte lorsqu'elle était partie. Quand il rejoignit Élodie dans le salon, il la trouva toujours muette, le regard perdu. Sur la table basse, un petit sac en papier contenant un croissant qu'il avait fait monter plus tôt. Elle n'y avait pas touché. Lorsqu'il s'assit en face d'elle, elle tourna enfin la tête vers lui. Il fut frappé par l'intensité silencieuse de son regard, cette manière qu'elle avait de dire 1000 choses sans ouvrir la bouche. Il comprenait que la confiance ne viendrait pas facilement. Elle ne lui devait rien, elle n'avait aucune raison de s'ouvrir. « Tu veux sortir un peu aujourd'hui ?» demanda-t-il. Elle haussa les épaules, sans répondre. Il ne l'interpréta pas comme un refus. Elle avait besoin de temps. Il allait le lui donner. Il se leva pour prendre son manteau lorsqu'elle l'arrêta, sortant lentement quelque chose de la poche de son nouveau pantalon. Un morceau de papier chiffonné, plié en 4. Elle le tendit à Arnaud sans dire un mot. Il s'en empara, intrigué. Il le déplia avec soin. Le papier était jauni, légèrement déchiré sur les bords, et portait les traces d'une écriture tremblante, tracée au stylo bile bleu.
Quelques mots, simples, presque enfantins, mais chargés d'un poids insoutenable. Maman a dit qu'elle reviendrait. Ça fait 23 jours. Arnaud resta immobile, le billet entre les doigts. Ses yeux passaient et repassaient sur les mêmes mots, comme s'il cherchait à en comprendre la portée exacte, à en décoder le sous-texte. Mais il n'y avait pas de message caché. C'était un cri de solitude, un appel muet, un espoir figé dans l'attente. « C'est toi qui as écrit ça ?» demanda-t-il finalement. « Oui, répondit-elle sans détour. Je l'ai écrit pour ne pas oublier, pour compter les jours. Et elle t'a dit où elle allait ? Non, elle m'a juste dit d'attendre là, qu'elle reviendrait vite, que c'était important. » Arnaud referma le papier lentement, avec des gestes mesurés. Il le posa sur la table entre eux, le regard fixé dessus comme sur une preuve matérielle d'une douleur à laquelle il ne savait pas encore comment répondre. Il sentait la colère monter en lui, une colère confuse dirigée contre cette Claire qu'il avait connue libre et forte et qui, aujourd'hui, semblait avoir abandonné sa fille dans la rue. Mais une autre voix, plus profonde, plus lucide, lui murmurait qu'il ne savait rien, que juger serait trop facile, trop rapide. Il prit une inspiration, se leva et fit quelques pas dans la pièce, tentant de rassembler ses pensées. Il se rendit compte qu'il avait laissé cette histoire le prendre de court, l'envahir sans qu'il puisse organiser les événements, poser des repères, dresser une stratégie. C'était nouveau pour lui. Il n'avait pas l'habitude d'être dépassé. Dans les affaires, tout était calculé, prévu. Ici, il n'avait aucun manuel, aucun tableau de bord, aucune prévision fiable. Juste une fillette, un billet froissé et une absence douloureuse. « Est-ce que tu veux qu'on la cherche ?» demanda-t-il soudainement. Élodie le regarda avec une intensité nouvelle. Elle ne répondit pas tout de suite, puis elle hocha la tête lentement, comme si elle mesurait l'ampleur de ce qu'il venait de proposer. « Oui, alors on va le faire. Mais pour ça, j'ai besoin de tout ce que tu sais, même les petits détails. » Elle réfléchit un moment, ses yeux fixant à nouveau la fenêtre, comme si elle y cherchait les morceaux de ses souvenirs. Puis elle parla. Elle raconta qu'elles avaient dormi quelques nuits dans un squat, puis dans un centre d'accueil, que Claire avait eu l'air fatiguée, préoccupée, qu'elle parlait souvent à quelqu'un au téléphone, mais toujours à voix basse en sortant dans la rue, qu'elle avait reçu une lettre un jour qu'elle avait lue en silence avant de pleurer, et que le lendemain elle était partie en laissant Élodie sur ce trottoir, devant la boulangerie. Elle a dit que c'était pour quelques heures. Elle m'a promis. Je suis resté. Puis la nuit est tombée, et elle n'est jamais revenue. Arnaud sentit un nœud se former dans sa gorge. Il ne pleurait jamais. Il avait appris à verrouiller ses émotions derrière une discipline implacable. Mais les mots de l'enfant le traversaient comme des lames invisibles. Il savait que ce n'était pas un hasard, que le nom de Claire, ce billet, cette rencontre, il y avait là une accumulation de signes trop cohérentes pour être simplement fortuite. Mais il ne voulait pas se perdre dans des conjectures. Il avait une chose à faire, agir. Il se leva, attrapa son téléphone et composa un numéro. « Jean-Paul, c'est Arnaud. Je veux que tu viennes à l'hôtel immédiatement. J'ai un travail pour toi, confidentiel, urgent et très personnel. » Il raccrocha puis se tourna vers Élodie. « Jean-Paul est un ami. Il a travaillé avec moi pendant des années. Il est très bon pour retrouver les gens. Il va nous aider. » Elle ne dit rien, mais pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, elle se redressa légèrement dans le fauteuil. Son dos se décolla du dossier, ses mains se posèrent sur les accoudoirs. Une tension nouvelle l'habitait. Pas de peur, de l'espoir peut-être, ou une forme de détermination calme. Arnaud la regarda longuement. Il avait l'impression de voir devant lui une force qu'il ne s'expliquait pas. Une force qui ne criait pas, qui ne s'imposait pas, mais qui résistait, simplement. Et dans son silence, il trouva une forme de promesse. Pas celle d'un dénouement heureux, mais celle d'un combat à mener jusqu'au bout. Le lendemain matin, le ciel de Lyon était encore lourd de nuages, et une pluie fine tombait par intermittence, glissant sur les carreaux de la fenêtre de la suite d'Arnaud, comme des larmes silencieuses. Élodie dormait encore, ses bras étaient repliés autour d'un coussin moelleux, ses jambes recroquevillées, comme si elle cherchait à se faire toute petite. Arnaud la regardait depuis l'autre côté de la pièce, assis sur le bord du lit. Le silence régnait pesant, interrompu seulement par le tic-tac discret d'une horloge murale. Il pensa à Claire. Il se surprit à chercher dans le silence les souvenirs qui lui restaient. Ses rires, sa voix, son regard inquiet lorsqu'elle parlait de projets impossibles,
ou lorsqu'elle cherchait à imaginer pour eux un avenir modeste mais certain. Il revoyait la dernière fois qu'il l'avait vue. Elle était pâle, absorbée par quelque chose qu'il ne comprenait pas, avec le désarroi discret de ceux qui portent plus que ce qu'ils montrent. Il avait senti qu'elle lui cachait un fardeau. Il n'avait pas su demander, ou peut-être qu'il avait eu peur de savoir la vérité. Un bruit de porte le fit sursauter. C'était le téléphone de la chambre. Il s'avança, prit le combiné, salua. C'était son avocat. Interrogations habituelles. Des questions légales, des implications des démarches qu'il avait engagées la veille, les risques possibles s'il prenait Élodie sous sa garde officielle, ce que cela pourrait déclencher dans les services sociaux, dans les médias. Tout ce qu'il avait prévu jusqu'à présent avec soin, mais sans être préparé à ce que cela devienne une affaire publique. Après cet appel, il posa le téléphone, inspira profondément, puis alla réveiller Élodie doucement. Elle ouvrit les yeux avec lenteur, clignant plusieurs fois, comme si elle apprenait à voir à nouveau. Ses cheveux étaient encore humides, ses cils lourds. Arnaud lui proposa un petit déjeuner, un chocolat chaud, des croissants, des fruits frais. Elle acquiesça en silence et s'assit à la table. Il ne lui demanda pas ses cauchemars. Il la laissa en paix, déterminé à avancer sans brusquer. Après le petit déjeuner, il sortit un dossier. Quelques cartes, des brochures d'adresses utiles, des noms griffonnés sur ses blocs-notes. Il avait passé la nuit à fouiller dans ses archives personnelles, ses anciens contacts, les dossiers caritatifs qu'il avait subventionnés, les cliniques, les associations d'aide aux sans-abri. Il parlait à voix basse, plus pour lui-même que pour elle, mais elle l'écoutait, les yeux fixés sur ses lèvres, comme si ce simple son lui donnait une permanence. « Je veux que je comprenne tout », dit-il enfin. « Dis-moi ce que tu sais de ta maman. » Elle avala une gorgée de chocolat chaud, fit une pause, puis commença à raconter ce qu'elle avait omis hier, ce que la douleur lui permettait de nommer. Elle se souvenait de Aurora, une dame qui les aidait parfois à nettoyer le squat, ses vêtements, ses plaies. Claire l'appelait une amie. Elle le voyait acheter de la nourriture, mais toujours en contournant les questions. Elle entendait Claire murmurer le nom d'un médecin, parfois, dans un appartement trop froid. Une voix qui tremblait. Elle se souvenait aussi d'une lettre qu'elle avait reçue quelques jours avant qu'elle ne s'éloigne. Claire l'avait lue en pleurant, puis s'était penchée, avait embrassé Élodie, lui avait donné ce petit billet froissé qu'elle cache précieusement. Maman a dit qu'elle reviendrait, avant de sortir dans la rue avec une valise trop légère. Arnaud demanda le nom du médecin. Élodie hésita puis chuchota Giraud. Le silence se fit. Arnaud fronça les sourcils comme si le nom le piquait, réveillait quelque chose qu'il ne voulait pas encore reconnaître. Docteur Benoît Giraud, interne en psychiatrie, associé à une clinique périphérique de Lyon, spécialisée dans les urgences psychologiques et les admissions temporaires non régulières. Ce nom ne lui disait guère plus à ce moment. Un homme discret, respecté dans son domaine, mais peu enclin au scandale, peu médiatisé, très professionnel. Il leva les yeux vers Élodie. « Tu es certaine ?» demanda-t-il. « Oui. » Elle le mentionnait souvent. Parfois tard dans la nuit, elle disait que ce médecin pourrait comprendre, que Claire avait besoin d'aide. Arnaud avala la salive. Il prit son manteau, proposa qu'il sorte pour aller à cette clinique. Élodie ne protesta pas, mais l'appréhension se marquait dans ses épaules. Ils montèrent dans la voiture de chauffeur. Le voyage fut silencieux. Élodie regardait défiler les rues, les façades jaunes d'ocre, les volets clos, les cafés fermés, les flaques d'eau. Arrivé devant la clinique, bâtisse blanche surmontée d'un petit fronton, entouré de jardins humides, Arnaud sentit son cœur accélérer, non pas pour lui-même, mais pour elle. Il la fit descendre doucement de la voiture, la prit par la main, comme s'il voulait qu'elle sente qu'il était là, qu'il ne la laisserait pas tomber. Ils entrèrent dans le hall désert, le sol couvert d'un carrelage lisse et froid, le parfum discret d'antiseptique et de savon. Une réception sombrée, quelqu'un derrière une vitre, le bruit d'un ordinateur, de photocopie, le cri lointain d'une porte que l'on claque quelque part. Arnaud exposa leur nom, décrit Élodie, demanda s'il y avait des dossiers au nom de Claire Delacour ou Claire quelque chose, ou un fichier relatif à des admissions récentes. Le standardiste les conduisit dans un bureau. Là, un secrétaire, un peu fatigué, lui demanda une pièce d'identité pour consulter certains dossiers, l'obligeant à expliquer sa situation, qu'il était en relation avec l'enfant, qu'il cherchait sa mère. Le secrétaire prit un air gêné, détourna les yeux et murmura « Docteur Benoît Giraud ? Il y a eu quelques admissions. » « Oui.
Mais pas sous ce nom exact. Certaines patientes entrent sous pseudonyme, anonymat ou sous d'autres identités. Nous avons un document mentionnant l'entrée d'une femme correspondant aux descriptions que vous donnez. Entrée au service des urgences psychiatriques, exténuée, en état de malnutrition, mais qui a quitté la clinique le lendemain de l'admission. Nous n'avons pas plus d'informations, désolé. Arnaud sentit à nouveau une morsure de colère froide. Une femme sur le bord de la mort, soignée de force ou en secret, puis partie, abandonnant une fille pour qui elle avait promis de revenir. Il se leva, imposant. « Je veux voir ce dossier. Je veux parler au docteur Giraud. » Le secrétaire secoua la tête. « Je suis désolé, monsieur. Ce n'est pas possible sans ordonnance judiciaire. De plus, pour les dossiers psychiatriques, les règles de confidentialité sont très strictes. » Arnaud, qui connaissait bien les arcanes de la législation, hocha la tête. Ce qu'il craignait se confirmait. Le système avait protégé l'institution au détriment de la personne vulnérable. Il sentit une honte sourde, non pour lui mais pour elle, pour Claire, pour Élodie, pour tous ceux que le système laisse tomber. Ils repartirent de la clinique. Dehors, le ciel était plus sombre. Un orage grondait au loin. Élodie se blottit contre lui sous le parapluie qu'il tenait au-dessus d'eux. Sur le chemin, il lui tenait la main, serrant légèrement ses doigts. Il ne dit rien immédiatement. Lorsqu'ils furent dans la voiture en route vers l'hôtel, il tourna le siège pour la regarder. « Je vais faire ce qu'il faut pour obtenir ce dossier, pour comprendre, pour que justice soit rendue, pour Claire et pour toi. » Élodie hocha la tête, la joue encore mouillée des gouttes que le vent avait soufflées. Elle ne parla pas. Elle semblait avoir repris un peu d'espoir, pas celui d'un grand retour, pas une certitude que tout s'arrangerait parfaitement, mais l'espoir d'une vérité. Arnaud regarda la ville défiler, les lumières des lampadaires se reflétant sur le bitume sombre, et sentit pour la première fois depuis longtemps que sa vie, jusque-là compartimentée en deals, filiales, conseils d'administration, avait un but plus urgent, plus nécessaire, un but humain, vulnérable, précieux, une promesse silencieuse à lui-même. Il ne laisserait pas ce passé inaccessible, ce fantôme silencieux, continuer à marquer cet enfant. Dès le lendemain matin, Arnaud mit en œuvre toute la mécanique silencieuse de ses ressources personnelles. Son nom suffisait à ouvrir des portes habituellement verrouillées pour le commun des mortels. Mais cette fois, ce n'était pas une acquisition, un partenariat ou une levée de fonds qu'il poursuivait. C'était une trace, un indice, une femme disparue depuis des semaines, dont le seul lien tangible était une fillette de 8 ans qui dormait maintenant dans la suite d'un hôtel 5 étoiles. Cette quête n'avait ni stratégie commerciale, ni délai défini. Il ne savait pas où elle mènerait, mais il savait qu'il devait la commencer sans attendre. Dans son bureau temporaire, aménagé dans un salon adjacent de la suite, il était penché sur plusieurs documents, cartes et captures d'écran. Jean-Paul, détective privé à la retraite mais toujours redoutablement efficace, se tenait près de la fenêtre, les bras croisés. Ancien militaire reconverti dans l'intelligence privée, il avait rendu service à Arnaud de nombreuses fois par le passé, dans des affaires sensibles, exigeant une extrême discrétion. « On a très peu à partir, dit Jean-Paul sans détour. Pas de numéro de sécurité sociale connu. Aucun enregistrement administratif récent. Et l'entrée à la clinique a été faite sous un prénom incomplet. Elle pourrait être n'importe où. Je veux que tu retrouves les images de surveillance autour de la boulangerie, des jours avant et après la disparition, et enquête sur cette Aurora dont Élodie m'a parlé. Apparemment, elle les aidait de temps en temps dans un squat. » Jean-Paul nota les consignes, puis s'éclipsa. Il savait qu'Arnaud ne le paierait pas comme un simple enquêteur. Il travaillait par loyauté autant que par conviction. Lorsqu'il avait appris la situation, il avait compris que cette mission n'était pas un caprice de riche, mais un engagement profond, personnel, le genre d'histoire que même l'argent ne simplifiait pas. Élodie, de son côté, retrouvait peu à peu des repères. Chaque jour, elle prenait 3 repas, portait des vêtements propres, suivait des routines simples et sûres. Arnaud lui avait fait consulter un pédiatre discret, recommandé par l'une de ses collaboratrices. L'examen avait révélé un état de santé préoccupant, mais récupérable avec de la stabilité, une bonne nutrition et surtout de l'attention. L'enfant ne parlait toujours pas beaucoup, mais ses gestes se détendaient. Elle marchait sans crainte dans les couloirs de l'hôtel, saluait timidement le personnel, commençait à observer les détails des objets, des lumières, des livres posés sur la table basse. Des signes discrets, mais évidents pour Arnaud. Il avait également contacté une psychologue, spécialisée en traumatismes infantiles.
Elle avait accepté de venir à l'hôtel pour une première évaluation. Arnaud assista à l'entretien à distance, installé derrière une cloison, laissant les deux seuls dans le salon. Élodie n'avait pas dit grand-chose, mais elle avait écouté. La psychologue avait conclu que le mutisme partiel n'était pas un refus de communiquer, mais une protection. Le lien de confiance se tissait doucement, preuve que la fillette n'était pas totalement fermée à son environnement. Elle lui avait même montré le billet de sa mère, sans y être poussée. Un détail que la psychologue interpréta comme un appel silencieux à être comprise, entendue. Pendant ce temps, Jean-Paul progressait. Il avait retrouvé l'adresse approximative d'un ancien squat où Claire aurait séjourné avec sa fille. Un immeuble désaffecté dans le quartier de Vèze, promis à la démolition, où plusieurs familles précaires avaient en vécu quelques semaines avant d'être expulsées. Là, dans un mur décrépit, il avait découvert une inscription griffonnée au feutre. C+E. Un détail infime, mais pour lui une signature possible. Il interrogea ensuite les bénévoles d'un centre d'accueil proche. Plusieurs se souvenèrent de Claire. Ils la décrivaient comme discrète, souvent épuisée, mais très attentive à sa fille. Une femme qui ne mendiait jamais, qui refusait les regards de pitié. Une bénévole mentionna qu'elle avait parlé un jour d'un rendez-vous important, d'une aide potentielle qui pourrait tout changer. Elle n'avait jamais précisé de quoi il s'agissait. 2 jours plus tard, elle n'était pas revenue. Arnaud écoutait les rapports de Jean-Paul avec une attention fébrile. Chaque mot l'enfonçait un peu plus dans une réalité qu'il ne pouvait plus ignorer. Claire avait tenté de s'en sortir. Elle n'avait pas simplement abandonné sa fille. Quelque chose s'était interposé entre elle et son retour. Peut-être une peur, un échec, un piège. Mais elle avait eu un plan. Elle n'avait pas disparu volontairement, pas comme il l'avait d'abord cru. Il décida alors de consulter discrètement les bases de données auxquelles il avait accès, grâce à ses participations dans certaines cliniques privées. Ce qu'il cherchait n'était pas un miracle, juste une trace, un reçu, une fiche, un signalement. Et c'est là qu'il découvrit une information ignorée jusque-là. Dans une clinique de Villeurbanne, une femme non identifiée, enregistrée comme Claire X, avait été admise en urgence 1 semaine avant la date estimée de la disparition. Elle avait quitté l'établissement contre avis médical au bout de 24 heures. Aucun suivi, aucun contact connu. Arnaud fronça les sourcils. Il y avait là une répétition. 2 admissions, 2 sorties précipitées, 2 silences. Il comprit que Claire fuyait quelque chose. Ou quelqu'un. Mais quoi? Le système? La justice? Une menace? Il n'avait pas encore les réponses. Mais il savait que l'inaction n'était plus envisageable. Il renforça la sécurité de la suite. Il fit installer une ligne directe avec Jean-Paul. Il demanda au réceptionniste de filtrer tous les appels. Il savait que plus il approchait de la vérité, plus il risquait de déranger ceux qui avaient intérêt à ce que cette femme reste introuvable. Élodie, le soir, s'était assoupie sur le canapé en lisant un petit livre illustré. Arnaud la recouvrit d'un plaid, s'assit à côté d'elle et resta là, silencieux, à observer son visage apaisé. Il n'aurait jamais cru que sa vie, réglée comme une mécanique de haute précision, prendrait un jour cette direction. Il n'y avait ni calcul, ni rentabilité, ni projet à court ou moyen terme. Il y avait une enfant, un passé oublié et un lien invisible, mais de plus en plus fort. Il ne savait pas encore jusqu'où cette recherche les mènerait, mais il était prêt à aller jusqu'au bout, pour elle, pour Claire, et peut-être aussi pour réparer ce qu'il n'avait pas su voir 10 ans plus tôt. Le jeudi matin, la ville de Lyon s'éveilla dans une lumière brumeuse, comme enveloppée d'un voile gris. Depuis plusieurs jours, Arnaud sentait le poids du silence s'épaissir autour de l'affaire Claire. Chaque nouveau renseignement semblait ouvrir une porte vers un couloir encore plus obscur. La simplicité apparente de la disparition devenait un enchevêtrement de négligence, de refus d'agir et de décisions administratives opaques. Pourtant, rien ne semblait suffire à arrêter sa volonté de comprendre. Il savait désormais que Claire avait demandé de l'aide à plusieurs endroits et que les réponses institutionnelles avaient été, dans le meilleur des cas, insuffisantes, dans le pire, délibérément négligentes. Jean-Paul, fidèle à sa méthode rigoureuse, avait obtenu un contact dans une administration sociale départementale. Un agent réticent au début, puis sous la pression de certaines informations que Jean-Paul savait judicieusement mentionner, avait fini par admettre l'existence d'un dossier concernant Claire. Ce dossier n'avait jamais été traité correctement. Il mentionnait un signalement pour vulnérabilité extrême,
accompagné d'une remarque lapidaire. Situation instable, accompagnement difficile, mère réticente au service. Quelques lignes froides, sans profondeur, sans effort d'analyse. Aucune mention d'un suivi actif, aucun intervenant dédié, rien. Arnaud reçut une copie informelle de ce dossier le même après-midi. Il le lut d'un trait, chaque mot le heurtait. Il y retrouvait la trace d'une visite de Claire dans un centre médico-social, quelques semaines avant sa disparition, où elle avait exposé sa détresse financière, son besoin urgent de logement, sa peur constante d'être séparée de sa fille. Un compte-rendu notait même qu'elle semblait épuisée mentalement, mais encore lucide et préoccupée exclusivement par le bien-être de son enfant. Et pourtant, malgré cette évaluation, aucune mesure réelle n'avait été prise. Le dossier s'était enlisé dans le flux bureaucratique, puis clôturé par défaut, faute de retour de la mère. Arnaud comprenait désormais qu'elle n'avait jamais cessé de chercher de l'aide, mais qu'on ne lui avait tendu la main que pour la retirer aussitôt. Élodie, de son côté, continuait à s'adapter, lentement mais sûrement, à son nouvel environnement. Elle dormait mieux, elle mangeait avec régularité, elle posait des questions simples, parfois, sur des objets, des mots qu'elle ne connaissait pas. Mais ce fut en voyant Arnaud lire le dossier qu'elle s'approcha de lui en silence pour s'asseoir à ses côtés. Elle ne lut pas par-dessus son épaule, elle ne dit rien. Elle resta simplement là, comme si elle sentait que quelque chose de grave se passait, quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à entendre, mais qu'elle voulait partager. Ce soir-là, Arnaud appela de nouveau Jean-Paul. Il avait besoin d'aller plus loin, de mettre à jour ce que les institutions avaient enfoui. Le détective l'écouta calmement, puis l'informa qu'il avait trouvé un ancien médecin de la clinique de Villeurbanne, aujourd'hui à la retraite, qui avait peut-être croisé Claire. Il avait accepté un rendez-vous. Arnaud le fixa pour le lendemain matin. Le docteur Lucien Morel les reçut dans un petit appartement au 3e étage d'un immeuble ancien. L'homme, 70 ans passés, une allure frêle, portait des lunettes épaisses et un pull en laine élimé. Il semblait fatigué mais attentif. Dès les premières minutes, il évoqua la difficulté de son ancien poste. Patient sans identité, détresse aiguë, manque de moyens et, trop souvent, la sensation de n'être qu'un obstacle administratif de plus. Arnaud lui montra la photo de Claire. L'homme la fixa longuement. Oui, je me souviens d'elle. Elle est arrivée tard dans la nuit. Elle était affamée, épuisée, mais lucide. Elle refusait de dormir. Elle répétait qu'elle devait repartir vite, qu'on ne pouvait pas la retenir. Elle avait peur. Pas de nous, non. Elle avait peur d'être repérée. Elle m'a dit qu'on voulait lui prendre sa fille. Je ne savais pas quoi en penser à ce moment-là. Il y a tellement de peurs irrationnelles parfois. Arnaud fronça les sourcils. Elle a dit qui la menaçait? Non, jamais un nom. Elle n'a même pas voulu signer les papiers d'admission. C'est pour cela qu'elle est partie si rapidement. Une patiente non coopérative, dans notre jargon. Mais je savais que ce n'était pas une folle. Elle parlait trop clairement. J'ai tenté d'alerter les services sociaux, mais le dossier est tombé dans le vide. Encore une fois. Arnaud quitta le rendez-vous avec un poids supplémentaire sur les épaules. Claire n'était pas seulement en fuite. Elle avait été dans un état de panique profond, convaincue qu'on voulait lui arracher sa fille. Et le système n'avait pas cherché à comprendre. Il avait seulement coché des cases, émis des hypothèses sans jamais creuser, sans jamais protéger. Il savait que cette négligence pouvait coûter des vies. De retour à l'hôtel, il retrouva Élodie plongée dans un livre illustré, l'air apaisé. Il s'assit à côté d'elle, mais cette fois, il lui parla plus doucement, sans détour. « Tu te souviens si quelqu'un vous suivait? Quelqu'un que ta maman ne voulait pas voir ?» Élodie leva lentement les yeux, hésita, puis murmura. « Un homme. Il venait parfois devant le squat. Maman changeait de trottoir quand elle le voyait. Elle me disait de ne pas le regarder. Elle disait que c'était un homme du bureau. Quel bureau? Je ne sais pas. Mais elle disait toujours « Il veut qu'on disparaisse ». Elle avait peur quand il apparaissait. Arnaud nota ces paroles comme un éclair dans son esprit. Ce n'était plus une disparition simple. Il y avait peut-être eu pression, menace, surveillance. Quelqu'un, quelque part, avait intérêt à ce que Claire soit effacée du système, du regard social, des statistiques. Et peut-être qu'elle avait été forcée à fuir. Il se leva, prit un dossier vide, y glissa tous les documents recueillis jusqu'à présent. Il y avait là des rapports, des témoignages, des extraits de bases de données, mais aussi des manques flagrants.
Pas de vidéo, pas de signature de sortie, pas de rapport médical complet. C'était un puzzle, mais il manquait les pièces centrales. Il appela Jean-Paul une dernière fois ce soir-là. Il faut qu'on trouve qui est ce bureau. Si quelqu'un voulait qu'elle disparaisse, alors ce n'est pas une affaire de fuite. C'est peut-être bien plus grave. Jean-Paul, au bout du fil, resta silencieux quelques secondes. « Je vais creuser. Mais si c'est ce que je pense, tu risques de toucher des gens puissants. » Arnaud répondit d'une voix sèche. « J'ai connu le pouvoir sous toutes ses formes. Ce n'est pas ce qui me fait peur. » Ce soir-là, en éteignant les lumières, Arnaud regarda une dernière fois Élodie endormie dans son lit, le billet toujours plié sous son oreiller. Il savait que la vérité allait leur coûter cher, mais il n'y avait plus de retour possible. Il allait tout découvrir quoi qu'il en coûte. Au matin suivant, Arnaud n'attendit pas le lever du soleil pour entamer sa journée. Il s'était réveillé avec une tension sourde au creux du ventre, une certitude pesante qu'il était proche d'une avancée importante. La veille, après les révélations d'Élodie à propos de l'homme du bureau, il avait contacté son équipe juridique pour qu'elle entreprenne une analyse complète des entités susceptibles d'avoir interagi avec Claire dans les mois précédant sa disparition. Il avait également demandé à Jean-Paul de vérifier les connexions entre les services sociaux locaux et certains établissements médicaux privés ayant accès à des fonds publics ou semi-publics. Il cherchait une piste, un lien concret, une signature administrative qui l'aiderait à mettre un visage sur ce bureau que Claire craignait. Vers 8 heures du matin, alors qu'il prenait un café amer dans le salon de la suite, Jean-Paul fit irruption avec un dossier à la main. Il avait les traits tirés, preuve qu'il avait travaillé toute la nuit. Sans un mot, il déposa le dossier devant Arnaud, l'ouvrit à la bonne page et désigna un nom. Dr Benoît Giraud, chef de service à la clinique Saint-Roch, arrondissement de Villeurbanne. Nom déjà croisé dans les admissions de Claire. Arnaud serra la mâchoire. Ce nom, déjà évoqué par Élodie quelques jours plus tôt, revenait une fois de plus dans un contexte différent. Ce n'était plus seulement un nom cité dans la peur ou l'anonymat administratif. Il figurait cette fois sur un document officiel, un registre d'entrée de patients référés par des institutions publiques, financé en partie par un programme expérimental de prise en charge d'urgence sans consentement explicite, une procédure floue, mal encadrée, conçue à l'origine pour les personnes en détresse extrême, ne pouvant exprimer un consentement clair. Le programme avait été suspendu 2 mois auparavant, après des plaintes internes et un audit partiel. Mais à l'époque de la disparition de Claire, il était actif. Et Giraud était l'un des rares praticiens habilités à y participer. « Il a fait quoi exactement ?» demanda Arnaud, le regard dur. Jean-Paul feuilleta le dossier. Il aurait signé une dizaine de préadmissions dans des cas critiques. Claire figure sur la liste comme cas à réévaluer, avec une mention marginale. Comportement irrationnel, désaccord avec la prise en charge, risque de rupture de lien maternel, option de placement de l'enfant à considérer si récurrence. Le papier trembla entre les doigts d'Arnaud. Donc ils envisagèrent de lui retirer sa fille, sans l'en informer. C'est ce que ce genre de formule signifie, oui. Ils avaient déclenché un processus de signalement, sans preuve directe, juste sur la base de l'épuisement observé. Arnaud se leva, la respiration courte. Il connaissait les dérives des protocoles mal encadrés, il les avait vus parfois dans d'autres contextes, mais ici, il s'agissait de Claire, de sa fille, de décisions qui avaient peut-être précipité la fuite, ou pire encore. Je vais lui parler, à ce docteur. Jean-Paul hocha la tête puis sortit son téléphone. J'ai déjà pris rendez-vous. Il vous attend dans 2 heures. Il ne sait pas exactement pourquoi, mais il a accepté. Vous avez tout le dossier ici, y compris l'extrait du registre et la note du ministère de la Santé sur la suspension du programme. 2 heures plus tard, Arnaud franchissait les portes de la clinique Saint-Roch. Le bâtiment était propre, sans faste, mais organisé avec une précision presque militaire. Les murs blancs, les couloirs silencieux, les badges électroniques, tout respirait l'efficacité clinique. Il fut conduit au bureau du docteur Giraud, un homme d'une 40aine d'années. Grand, mince, le visage lisse, les cheveux parfaitement peignés, une expression froide que seule une longue pratique médicale pouvait justifier. « Monsieur Delacour, je suis surpris, dit-il en se levant. « Je doute que vous le soyez autant que vous devriez l'être, répondit Arnaud, en s'asseyant sans y être invité. Je veux vous parler de Claire, et de ce que vous avez fait, ou laissé faire. » Giraud resta un instant silencieux, comme s'il cherchait à évaluer le degré de menace que représentait son interlocuteur. Il se rassit lentement.
Je suppose que vous faites référence à une ancienne patiente. J'ai vu beaucoup de cas. Je ne me souviens pas de tous. Elle est entrée ici il y a 4 mois. Affaiblie, affamée, mentalement éprouvée. Vous l'avez enregistrée dans un programme qui, soit dit en passant, a depuis été suspendu pour ses irrégularités. Vous avez mentionné la possibilité de lui retirer sa fille, sans l'informer. Elle a fui le lendemain, et elle n'a plus jamais donné de nouvelles. Le silence s'épaissit. Giraud ne répondit pas immédiatement. Il croisa les bras, puis soupira. J'ai appliqué le protocole. Elle était instable, refusait les soins, criait qu'on allait lui prendre sa fille alors qu'on ne faisait que la protéger. Nous avons jugé que sa situation exigeait une évaluation plus approfondie. Si elle est partie, ce n'est pas parce que nous l'avons menacée, mais parce qu'elle refusait d'admettre son état. Et maintenant, elle est introuvable. Sa fille a vécu seule dans la rue pendant 23 jours. Vous n'avez jamais alerté personne. Le signalement a été transmis. Après son départ, il n'y avait pas de suivi possible sans un nouveau contact. Ce n'est pas notre responsabilité. Arnaud se leva. Il sentit une colère froide lui monter à la gorge. Ce n'est pas votre responsabilité? Vous aviez devant vous une femme en détresse, vous aviez un nom, un visage, une situation, et vous avez traité cela comme une variable dans un protocole défaillant. Vous avez regardé ailleurs. Giraud haussa à peine les épaules. Je ne suis pas un enquêteur. Je suis médecin. J'ai noté les faits. C'est tout. Arnaud sortit de son manteau le billet qu'Élodie lui avait donné. Il le posa lentement sur le bureau du docteur. Maman a dit qu'elle reviendrait. Ça fait 23 jours. Voilà ce que vous avez laissé derrière vous. Voilà la trace de votre inaction. Giraud regarda le papier, puis détourna les yeux. Arnaud le ramassa, tourna les talons et quitta le bureau. Il ne se retourna pas. Il savait que rien ne sortirait de plus de cet homme. Mais il avait obtenu ce dont il avait besoin. Une confirmation claire que Claire avait été traitée comme un problème, pas comme une personne, et que le système l'avait perdue. De retour à l'hôtel, il trouva Élodie assise au pied de la fenêtre, ses jambes croisées, regardant les gouttes de pluie dessiner des chemins tortueux sur la vitre. Il s'assit à côté d'elle, en silence. Il lui tendit le billet. « Je l'ai montré au docteur. Celui dont tu m'as parlé. Il se souvient de ta maman. » Mais il ne l'a pas aidée. Il n'a fait que suivre les règles. Elle ne répondit pas, mais son regard se troubla. Arnaud posa doucement la main sur son épaule. « On continue. On ne s'arrête pas ici. » Elle hocha lentement la tête et pour la première fois, glissa sa main dans la sienne. Le geste était simple, mais pour Arnaud, il valait tous les serments du monde. Il tiendrait sa promesse. Il retrouverait Claire. Parce qu'il ne pouvait plus vivre avec l'idée que cette histoire se termine dans un silence bureaucratique. Parce qu'il savait maintenant que cet enfant était tout ce qu'il avait de plus vrai. Le lendemain matin, le ciel de Lyon restait d'un gris uniforme, sans promesse d'éclaircie. La pluie tombait par intermittence, effaçant les contours familiers des bâtiments. Dans la suite feutrée de l'hôtel, Arnaud préparait mentalement sa journée. La veille, il avait affronté le docteur Giraud. Il avait obtenu une confirmation glaciale de ce qu'il soupçonnait. Claire n'avait pas été écoutée, seulement observée, jugée, puis reléguée à un protocole impersonnel. Mais cela ne suffisait plus. Il ne voulait pas de constat. Il voulait des responsabilités. Il voulait comprendre pourquoi personne ne l'avait protégée, pourquoi une femme en détresse avait été laissée seule avec ses peurs, jusqu'à disparaître complètement, abandonnant une fille qu'elle aimait manifestement plus que tout. Il contacta son avocat personnel, Maître Langlois, un homme méticuleux spécialisé en droit administratif et affaires médicales. Arnaud lui demanda de constituer un dossier complet sur le programme suspendu auquel Claire avait été soumise, d'enquêter sur ses signataires, sur les décisions internes à la clinique et surtout sur les circuits de validation ayant permis des hospitalisations sans consentement formel. Il voulait comprendre qui avait fermé les yeux, qui avait autorisé sans débat une procédure qui permettait d'enfermer sans informer. Et il voulait que tout soit documenté. Élodie, quant à elle, observait les mouvements d'Arnaud avec un mélange de curiosité et de prudence. Elle avait compris que quelque chose avait changé. Il ne s'agissait plus d'un simple séjour à l'hôtel, ni d'une tentative de la nourrir ou de l'habiller. C'était devenu une bataille pour retrouver sa mère, pour la faire exister de nouveau. Elle n'en parlait pas, mais elle la ressentait dans chaque appel passé, chaque feuille imprimée, chaque silence tendu entre deux décisions. Vers midi, Jean-Paul revint avec de nouvelles informations.
Il avait réussi à mettre la main sur un enregistrement audio, obtenu d'un ancien employé de la clinique, qui témoignait anonymement de pressions internes pour rationaliser les évaluations psychologiques. Le but n'était pas la guérison, mais la libération rapide de Lee. Il décrivait une hiérarchie obsédée par les indicateurs de performance, les subventions, les bilans trimestriels. Claire, selon lui, avait été diagnostiquée de manière expéditive, dans une logique de rendement. Elle n'était pas la seule, mais elle faisait partie des rares à être repartie sans laisser d'adresse. Cela, ajoutait le témoin, avait soulagé certains responsables, peu désireux de gérer des cas trop médiatisables. Arnaud écouta l'enregistrement sans cligner des yeux. Chaque mot confirmait une chaîne de décisions lâches, chacune couverte par la précédente. Il décida alors d'affronter directement le directeur administratif de la clinique, un homme nommé Frédéric Vallot. Il prit rendez-vous en invoquant des raisons philanthropiques, évoquant sa fondation pour l'accès aux soins, évitant volontairement de mentionner Claire. L'entretien se déroula dans un grand bureau vitré, avec vue sur les jardins détrempés. Vallot était un homme rond, affable, vêtu d'un costume 3 pièces qui trahissait son ancien poste dans la finance. Il accueillit Arnaud avec un sourire professionnel, qu'il conserva même après que celui-ci entra dans le vif du sujet. « Je veux parler du programme expérimental, celui des hospitalisations sans consentement, et plus particulièrement de son application dans le cas d'une femme. » Claire. Le sourire de Vallot vacilla brièvement. « Ce programme était encadré, monsieur Delacour. Il avait l'aval du ministère. Nous avons suivi toutes les directives. Vous avez autorisé l'admission d'une mère célibataire, sans suivi psychologique réel, sans notification aux proches, sans mise en sécurité de l'enfant. Elle a disparu après sa sortie. Sa fille a vécu seule dans la rue. Vous appelez ça des directives ?» Vallot s'agita légèrement sur son fauteuil. « Les médecins ont agi selon les évaluations établies. Nous, en tant qu'administrateurs, ne pouvons pas remettre en question les diagnostics. Ce n'est pas ce que dit l'enregistrement d'un de vos anciens employés qui affirme que vos priorités étaient budgétaires, non médicales. » Le visage de Vallot se figea. Il ne parla plus. Arnaud posa un dossier sur la table. Il contenait l'enregistrement, les extraits du registre, la fiche de Claire, les courriels internes évoquant la saturation des urgences et la nécessité de gérer rapidement les cas marginaux. Vallot le regarda sans l'ouvrir. Il savait, mais il ne dirait rien. « Vous n'avez pas seulement failli, vous avez participé à une mécanique qui a effacé des gens, et je vais la faire éclater. » Vallot se leva. « Vous faites erreur en pensant que le scandale vous apportera des réponses. » Arnaud se leva à son tour. « Ce ne sont pas des réponses que je veux, c'est la vérité, et je l'aurai. » Il quitta le bureau sans un mot de plus. Dans le couloir, Jean-Paul l'attendait, une expression grave sur le visage. « Pendant que vous étiez à l'intérieur, j'ai reçu une information. Claire a été vue il y a 2 semaines dans un centre d'hébergement d'urgence au sud de Lyon. Elle était malade. Elle aurait fui à l'arrivée des services sociaux. » Arnaud ferma les yeux un instant. Le puzzle avançait. Elle était encore en vie, elle avait peur, toujours, et elle continuait à fuir. De retour à l'hôtel, il annonça la nouvelle à Élodie. Elle ne réagit pas immédiatement. Puis elle posa sa main sur le bras d'Arnaud, doucement. « Tu vas la retrouver ?»« Oui, et cette fois je ne m'arrêterai pas. » Elle hocha lentement la tête. Dans son regard, il n'y avait ni espoir naïf, ni attente irréaliste. Il y avait une certitude simple. Elle croyait en lui. Et cela suffisait. Arnaud comprit à cet instant que tout ce qu'il avait bâti auparavant, tous les chiffres, les projets, les expansions, n'étaient rien face à la responsabilité qu'il portait maintenant. Une vérité à découvrir, une mère à retrouver, une enfance à sauver, une fois pour toutes. La pluie ne cessait pas sur Lyon. Depuis plusieurs jours, le ciel semblait coincé dans un hiver précoce, comme si le temps lui-même refusait d'avancer. Dans la suite d'hôtels devenus à la fois refuge et quartier général, Arnaud lisait les derniers rapports de Jean-Paul. Le centre d'hébergement mentionné dans le témoignage recueilli la veille n'avait rien révélé de concluant. Claire y avait effectivement été vue, mais elle était partie en quelques heures, refusant tout enregistrement. Une fois encore, elle avait préféré disparaître plutôt que se soumettre à une procédure qui risquait de la faire basculer définitivement dans les filets du système qu'elle fuyait. L'inquiétude grandissait. Si elle était malade, comme l'avait rapporté un employé du centre, et qu'elle ne faisait confiance à personne, sa situation pouvait devenir critique d'un instant à l'autre.
Mais dans l'ombre de cette course contre l'oubli, une question s'était imposée à Arnaud, plus intime, plus perturbante que toutes les autres. Et si Élodie était sa fille? Il avait repoussé cette idée dès les premiers jours, ne voulant pas céder à une illusion nourrie par la coïncidence et la douleur. Pourtant, au fil des semaines, des détails s'accumulaient. Le prénom de Claire, les dates, le regard, ce lien inexplicable qui s'était installé entre eux, comme s'il avait toujours existé. Il n'avait jamais demandé à Élodie qui était son père. Elle non plus ne l'avait jamais mentionné. Elle ne semblait pas attendre une réponse à ce sujet, et cela, justement, l'interrogeait encore plus. Il prit la décision sans la consulter. Ce n'était pas par méfiance, mais par pudeur. Il voulait en avoir le cœur net avant de lui en parler. Il fit venir un médecin dans la discrétion la plus totale. Élodie crut à un examen de routine. Une prise de sang, quelques questions, puis le départ du praticien. Tout fut organisé avec une minutie clinique. 3 jours plus tard, les résultats étaient prêts. Arnaud les reçut dans une enveloppe scellée au petit matin, alors qu'il buvait son 2e café, incapable de se concentrer sur les documents posés devant lui. Il ouvrit lentement et lut 1 fois, 2 fois, puis une 3e, pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. La conclusion était formelle, indiscutable, sans équivoque. Élodie était sa fille biologique. Le choc le traversa comme une lame. Il ne ressentit ni joie immédiate, ni soulagement. Il y avait d'abord une forme d'incrédulité. Il pensa à Claire, à ce qu'elle avait porté seule pendant toutes ces années, à la décision qu'elle avait prise de ne pas lui dire, et à l'énormité de ce qu'il avait failli perdre sans même le savoir. Il resta longtemps assis, le regard perdu, les résultats entre les mains. Puis il se leva, entra dans la chambre où Élodie lisait, assise en tailleur sur le lit. Elle leva les yeux vers lui. Il s'assit en face d'elle. « Élodie, est-ce que ta maman t'a parlé de ton papa ?» Elle secoua doucement la tête. « Non. Elle disait juste que c'était quelqu'un de bien, quelqu'un qu'elle ne voulait pas déranger. Et toi, tu as déjà voulu savoir qui c'était ?»« Oui. Mais je me disais que si elle ne voulait pas en parler, c'est qu'il ne fallait pas poser de questions. » Arnaud prit une inspiration, tenta de trouver les mots justes, simples, sans brutalité. « Je t'ai fait faire un test, pour savoir si on avait un lien de sang. » Elle fronça légèrement les sourcils, sans peur, seulement une surprise sincère. « Et alors ? Je suis ton père. » Un silence épais s'installa. Élodie le regardait, immobile. Puis elle baissa les yeux. Il crut qu'elle allait pleurer ou peut-être se refermer. Mais au lieu de cela, elle posa la main sur la sienne. « Je savais. »« Comment ? Je ne sais pas, je le sentais. Depuis le jour où tu m'as demandé de m'asseoir à ta table. C'était comme naturel. » Arnaud sentit sa gorge se serrer. Elle n'avait pas eu besoin de preuves. Elle avait senti ce que lui-même avait mis tant de temps à admettre. Il la prit dans ses bras doucement, sans mots. Elle se laissa faire, la tête contre son épaule. Plus tard dans la journée, il officialisa la procédure pour reconnaître légalement sa paternité. Son avocat entama les démarches. Il s'agissait de prouver non seulement le lien biologique, mais aussi la volonté manifeste d'assumer toutes les responsabilités parentales. Le nom d'Élodie serait bientôt lié au sien. Une nouvelle page allait s'ouvrir. Mais au fond, Arnaud savait que cette vérité ne résolvait pas tout. Elle ouvrait même de nouvelles blessures. Claire lui avait caché une vie entière. Elle l'avait fait pour protéger leur fille. Mais cela voulait dire qu'elle avait traversé seule une maternité, une enfance, des peurs, sans jamais chercher de secours auprès de lui. Il se demanda si elle l'avait cru incapable d'assumer ce rôle, ou si elle l'avait simplement cru trop éloignée de sa réalité. Peut-être un peu des deux. Il ne lui en voulait pas. Il ne le pouvait pas. Mais il ne pouvait ignorer que cette décision l'avait privé de 8 ans de la vie de sa propre fille. Le soir, il s'assit avec Élodie devant un film qu'elle avait choisi. Une histoire simple, presque enfantine, qu'elle suivit avec attention. Arnaud, lui, n'y prêta guère attention. Il regardait le profil de sa fille, les expressions de son visage, les petites mimiques, les gestes qu'il retrouvait en lui. Il comprenait qu'il allait devoir tout réapprendre. Être père ne se décidait pas avec un test ADN. Cela se construisait, se prouvait, se vivait, jour après jour. Avant qu'elle ne s'endorme, elle lui demanda « Tu crois qu'on va la retrouver, maman ?» Il hésita une seconde puis répondit avec une assurance qu'il ne possédait peut-être pas totalement, mais qu'il devait lui transmettre. « Oui, je te le promets. »
Elle s'endormit peu après, paisible, les traits détendus. Arnaud, seul dans le salon, regardait la ville par la fenêtre. Il savait que cette découverte changeait tout. Il ne s'agissait plus d'aider une enfant trouvée sur un trottoir. Il s'agissait de sa propre fille, de son sang, de son histoire. Il avait une famille, et même si elle était en morceaux, dispersée par la peur et l'oubli, il ferait tout pour la réunir. Ce n'était plus seulement un devoir moral, c'était devenu vital. Le nom d'Élodie figurait désormais, noir sur blanc, dans les documents officiels portant la signature d'Arnaud Delacour. La reconnaissance de paternité, validée par voie judiciaire, avait été finalisée plus rapidement qu'il ne l'aurait cru, conséquence directe de son influence et de la clarté des preuves biologiques et circonstancielles. Pour la première fois depuis longtemps, Arnaud ressentit non pas une forme d'accomplissement professionnel, mais quelque chose de plus intime, de plus fragile, la sensation d'avoir rétabli une part de son histoire qu'il n'avait jamais su qu'il possédait. Mais cette reconnaissance n'était qu'un point de départ. Il savait que l'essentiel ne se trouvait pas dans les actes notariés ni dans les extraits d'état civil. Il se trouvait dans les gestes du quotidien, dans la lente construction d'une relation qui n'avait jamais eu l'occasion de se bâtir naturellement. Élodie n'avait pas grandi en l'appelant papa. Elle l'avait connu comme un inconnu bienveillant, puis comme un protecteur, un guide, un visage rassurant dans le chaos. Il devait maintenant devenir un père, non par le sang mais par la constance. Il commença par simplifier son emploi du temps. Il abandonna plusieurs postes au sein des conseils d'administration où il siégeait. Il déclina des invitations à des conférences internationales. Il laissa ses collaborateurs gérer les crises économiques qu'il aurait autrefois affrontées lui-même, sans hésitation. Il installa un bureau secondaire à Lyon, plus modeste, plus discret, depuis lequel il gérait uniquement les affaires urgentes. Son assistante personnelle fut la première à s'étonner d'un tel changement, mais il ne donna aucune explication. Ceux qui comprenaient savaient que ce revirement n'était ni caprice ni stratégie. Dans la suite de l'hôtel, devenu au fil des jours un véritable appartement familial, Élodie poursuivait sa lente métamorphose. Elle parlait davantage. Elle souriait plus souvent. Elle posait des questions sur tout. Les livres dans la bibliothèque, les tableaux accrochés au mur, les mots compliqués qu'Arnaud utilisait parfois sans s'en rendre compte. Elle voulait apprendre, comprendre. Elle écrivait des phrases dans un cahier qu'il lui avait offert, dessinait des scènes qu'elle inventait ou qu'elle se souvenait à demi. Un jour, elle lui montra une feuille sur laquelle elle avait dessiné une maison avec 2 fenêtres allumées. Elle avait écrit en bas « Nous maintenant ». Arnaud sentit ses yeux le piquer. Il ne dit rien. Il posa la feuille dans un cadre et l'installa sur le meuble de l'entrée. Ils prirent l'habitude de sortir chaque jour. D'abord de courtes promenades, puis des visites dans les musées, les librairies, les parcs. Élodie observait tout avec l'intensité de quelqu'un qui découvre le monde pour la première fois. Elle parlait peu de sa vie d'avant, mais parfois, entre 2 phrases anodines, elle laissait filtrer des bribes, des nuits passées dans des halls d'immeubles, des jours entiers sans nourriture, des voix agressives, des gens qui passaient sans voir. Arnaud l'écoutait sans interrompre, sans commenter. Il savait que ce passé ne pouvait être effacé, seulement apprivoisé. Un soir, alors qu'ils rentrèrent d'une promenade au parc de la Tête d'Or, elle lui demanda « Tu crois qu'elle pense encore à moi ?» Il comprit immédiatement de qui elle parlait. Il s'agenouilla devant elle, prit ses mains. « Je suis certain qu'elle pense à toi tous les jours. Si elle ne t'a pas retrouvé encore, ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas, c'est parce qu'elle ne peut pas. Mais nous allons continuer à chercher. Et un jour elle sera là et tu pourras lui dire tout ce que tu veux. » Elle hocha la tête sans ajouter un mot. Ce fut cette nuit-là qu'il prit une décision importante. Il n'attendrait plus uniquement les pistes de Jean-Paul. Il voulait multiplier les chances. Il lança une campagne discrète dans les réseaux internes de ses entreprises, mobilisa les cellules de communication pour créer une enquête interne visant à retrouver Claire sans jamais la nommer publiquement. Il demanda à ses partenaires des bases de données, y compris dans le secteur privé, d'effectuer des recherches sur les admissions anonymes, les mouvements bancaires inexpliqués, les achats de médicaments signalés sous pseudonyme. Il ne voulait pas d'une médiatisation brutale qui mettrait Claire en danger ou la pousserait à fuir de nouveau. Il voulait l'atteindre par des voies invisibles, respectueuses, mais efficaces. En parallèle, il engagea une éducatrice spécialisée, une femme d'expérience au ton doux et au regard ferme. Elle vint quelques heures par jour, non pour enseigner, mais pour accompagner. Elle proposait des exercices, des histoires, des jeux de mémoire.
Élodie l'accepta sans résistance. Elle aimait apprendre. Elle aimait qu'on lui parle. Elle posait de plus en plus de questions sur le monde, sur la vie, sur le passé d'Arnaud. Il lui racontait à petite dose ses années de jeunesse, son travail, ses voyages. Il parlait avec des mots simples, pour qu'elle comprenne. Et parfois, elle riait, un rire bref, clair, inattendu. Mais malgré les progrès visibles, il savait que tout restait fragile. Chaque nuit, elle vérifiait encore que la porte était bien fermée. Elle ne dormait qu'une fois la lumière du couloir allumée. Elle rangeait systématiquement ses affaires, comme si elle avait peur qu'on les lui prenne. Arnaud ne lui posait pas de questions. Il respectait ses rituels comme on respecte une blessure en voie de cicatrisation. Un matin, alors qu'il feuilletait un journal, il tomba sur une rubrique discrète, consacrée aux sans-abri retrouvés malades à proximité d'un terrain vague près de Saint-Fond. Une femme correspondant à la description de Claire y avait été mentionnée, brièvement, comme non identifiée, en état de délire, ayant refusé l'assistance. Aucun nom, aucune suite donnée. Il transmit l'article à Jean-Paul dans l'heure. Ce dernier partit sur place, mais ne retrouva qu'une trace. Un foulard abandonné qu'un infirmier avait gardé, pensant à un souvenir sans importance. Arnaud le reconnut immédiatement. C'était un foulard que Claire portait souvent. Il n'en restait plus aucun doute. Elle avait été là. Ce simple objet, oublié dans une urgence médicale, devint un symbole. Claire n'était pas morte. Elle se déplaçait. Elle survivait. Et peut-être elle cherchait aussi à sa manière. Arnaud en fit un point d'ancrage. Il le plaça dans une boîte qu'il donna à Élodie. Elle le prit avec respect, le serra dans ses bras, puis elle le rangea soigneusement sous son oreiller. Ils reprirent leur rythme, chaque jour un peu plus fort, un peu plus soudé. Arnaud savait que le chemin était encore long, mais ils n'étaient plus deux inconnus liés par le hasard. Ils étaient une famille, construite sur l'absence, la patience et la volonté. Et au cœur de cette reconstruction, il y avait un espoir clair, celui de retrouver celle par qui tout avait commencé. Les semaines suivantes s'écoulèrent à un rythme lent, mais déterminé. Chaque jour était structuré autour de petits rituels, d'habitudes nouvelles, de gestes qui dessinaient une forme de stabilité. Élodie allait mieux. Son visage avait pris des couleurs, son regard, autrefois fuyant, soutenait maintenant celui d'Arnaud, avec une aisance nouvelle. Elle parlait davantage, posait des questions, riait parfois franchement, sans se retenir. L'hôtel, bien que temporaire, ressemblait désormais à un foyer. La suite avait été modifiée. Des meubles plus simples, des objets qu'elle avait choisis, quelques dessins encadrés sur les murs. Arnaud avait voulu que tout ce qui l'entourait lui soit familier, doux, sans luxe ostentatoire, mais avec une chaleur qu'on ne trouvait dans aucun catalogue. La recherche de Claire se poursuivait, méthodique, sans relâche. Jean-Paul avait multiplié les pistes, rencontré des témoins improbables, exploité des réseaux souterrains. Plusieurs femmes correspondant à la description de Claire avaient été identifiées puis écartées. Il y avait eu des moments de tension, de fausse joie, de fatigue nerveuse, mais jamais Arnaud ne laissa tomber. Pas par devoir, ni par obsession, mais parce qu'il savait qu'Élodie vivait dans cet espoir, et que cet espoir lui permettait de continuer à avancer. Puis vint le mois de décembre. Le froid s'était installé définitivement. Les décorations de Noël recouvraient les rues de Lyon. Les vitrines clignotaient, les passants pressés se croisaient, les marchés de saison dégageaient des parfums de cannelle, de vin chaud, de sucre fondu. Arnaud observa Élodie au milieu de cette agitation, son regard émerveillé devant un carrousel, ses yeux brillants face à une guirlande scintillante. C'était son anniversaire. Elle avait 9 ans. Il avait décidé de ne pas organiser une grande fête. Pas de foule, pas d'invités nombreux, pas de cadeaux extravagants. Ce qu'elle avait vécu méritait autre chose. Il avait réservé une salle privée dans un restaurant discret, avec une grande table simple, recouverte d'une nappe blanche, quelques bougies, des assiettes assorties. Autour de cette table, il avait fait venir uniquement les personnes qui avaient joué un rôle réel dans leur histoire. Jean-Paul, bien sûr, l'éducatrice spécialisée, le médecin qui avait veillé sur elle, et 2 membres du personnel de l'hôtel, ceux qui, depuis le début, l'avaient traitée non comme une anomalie, mais comme une enfant. Élodie arriva dans une robe qu'elle avait choisie elle-même, les cheveux attachés avec une pince offerte par Arnaud quelques jours plus tôt. Elle souriait, timidement, mais avec confiance. Lorsqu'elle entra dans la salle et vit les visages familiers, elle s'arrêta comme surprise que tout cela soit pour elle. Arnaud s'approcha, lui tendit la main.
C'est ton jour. Tu es prête ?» Elle hocha la tête. Ils s'assirent tous, échangèrent des mots simples, sincères. Le repas fut léger, ponctué de silences apaisants. Pas de bruit, pas de musique forte, seulement des voix douces, des regards bienveillants. Quand vint le moment du gâteau, les lumières s'éteignirent doucement et les bougies furent allumées. 9 petites flammes dans une pièce paisible. Élodie regarda les bougies. Elle resta immobile quelques secondes. Puis, elle souffla sans un mot. Arnaud, assis à sa droite, posa une main sur son épaule. Elle se tourna vers lui, les yeux légèrement humides. « Je n'ai pas fait de vœux, dit-elle. Pourquoi pas? Parce que je n'ai rien à demander. J'ai juste envie de dire merci. Merci de ne pas m'avoir laissée toute seule. » Un silence accueillit ces mots. Pas un silence gêné, mais un de ceux que l'on garde quand on sait qu'aucune parole ne serait à la hauteur. Arnaud sourit. Il ne répondit pas. Il hocha simplement la tête, conscient qu'aucun cadeau ne pouvait égaler ces quelques mots. Après le dîner, ils rentrèrent à l'hôtel. Il faisait nuit noire. La voiture glissait dans les rues calmes, les lampadaires dessinant des halos sur le pare-brise. Élodie regardait les lumières en silence, la tête contre la vitre. Une fois arrivée, elle monta dans sa chambre, enleva ses chaussures et s'allongea sur le lit. Arnaud la rejoignit un peu plus tard, s'assit près d'elle. « Tu veux qu'on lise une histoire ? » ?»« Pas ce soir. J'en ai une dans la tête. Celle qu'on est en train de vivre. » Il sourit. Il posa la couverture sur elle, éteignit la lumière, puis resta là, un moment, dans l'ombre. Il pensa à tout ce qu'ils avaient à traverser, à ce qui restait à accomplir. Claire n'avait pas encore été retrouvée, mais elle n'était plus invisible. Elle existait dans leurs recherches, dans leurs souvenirs, dans les récits d'Élodie. Il savait que ce moment viendrait, qu'elle finirait par apparaître, et que ce jour-là, il serait prêt à l'accueillir. Il sortit de la chambre, referma doucement la porte. Dans le salon, il s'assit, seul, et regarda la photo qu'il avait fait encadrer récemment. Ce n'était pas une image spectaculaire. Juste lui et Élodie, assis sur un banc un après-midi, un sourire discret aux lèvres. Pas de pause, pas d'effet, juste un instant volé, simple et vrai. Il la regarda longuement. Ce soir-là, il comprit que la fin qu'il avait tant redoutée n'existait pas. Que ce qu'il vivait n'était pas un dénouement, mais un commencement. Une vie réécrite à 2, ou peut-être bientôt à 3.